C'est une histoire d'amour naissante et voilà qu'arrive le moment du premier week-end dans un hôtel de charme au bord du Léman. Les premiers pas d'une intimité rapprochée. On idéalise l'instant, romantique et glamour, et puis catastrophe. Les toilettes à 3 cm du lit. Impensable pour un caca. Une anecdote courante qui fait sourire, mais pas si drôle que ça. 1 740 000 personnes en Suisse souffrent de constipation. C'est énorme. Caroline, 21 ans, a souhaité témoigner, mais à visage caché. Pas facile de parler caca à la télé. Elle souffre de constipation depuis qu'elle a 12 ans. Une constipation comportementale tellement répandue. Souvent, il y a la mauvaise odeur qui peut aller avec, les bruits. Et puis, je pense que c'est quand même quelque chose de très intime. Pour moi, quand on est sur les toilettes, on est un petit peu comme un enfant sans défense. Et du coup, vraiment, c'est gênant. Moi, je ne peux pas aller aux toilettes autre que chez moi. Du coup, forcément, aller aux toilettes à l'école alors qu'on a un petit peu besoin, on est tout de suite très gêné. Et puis, forcément, on se retient et ça constipe encore plus. Et après, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et forcément, ça engendre des gros problèmes de constipation. Ouais. Il y a un énorme facteur psychologique, justement, derrière aussi la constipation. Et puis, le stress, moi, je pense que ça me constipe aussi de manière inconsciente. Mais est-ce que ça prend beaucoup de place dans ta vie, dans ta tête, ces soucis de constipation ? Ah oui, ça prend quand même une grande partie de ma vie parce que au fur et à mesure qu'on nous guide justement à dire peut-être faites de la physio, ça ira mieux, je vous conseille de faire du sport, etc. Puis en fait, on se met dans une petite routine pour que ça aille mieux. Donc forcément, on y pense comme beaucoup. La gêne, la honte, la constipation touche 3 fois plus de femmes que d'hommes, bien moins complexées par ce mécanisme aussi naturel que nécessaire. Pour comprendre ce processus hautement délicat, nous sommes allés à l'hôpital de la Tour à Genève, au service de neuro-gastro-entérologie. Diana Holo s'intéresse à ces neurones installés tout le long de notre système digestif. On sait depuis peu que l'intestin est notre deuxième cerveau. Nous avions pour elle une question simple. Pourquoi tant de gens n'arrivent pas à aller à selle ? On distingue globalement deux types de constipation. Il y a la constipation de transit, qui est une constipation en fait qui est liée au ralentissement du gros intestin. C'est un intestin qui est paresseux. Et puis la constipation qu'on appelle plutôt terminale ou distale, qui est liée, comme son nom l'indique, à un problème plutôt de l'intestin terminal. Et là, on distingue deux grosses causes ou deux grosses entités qui vont favoriser cette constipation. Soit d'un côté les modifications anatomiques, que ce soit au niveau du rectum, du plancher pelvien, qui vont engendrer des difficultés d'évacuation des selles. Soit d'un autre côté des problèmes de synchronisation entre le rectum et l'anus qui vont là encore engendrer des difficultés d'évacuation. Attardons-nous d'abord sur la constipation de transit. Quand on mange, les aliments sont transformés en bouillie grâce à la salive. Le bol alimentaire arrive ensuite dans l'estomac, puis dans le petit intestin. Là, plusieurs enzymes vont permettre de libérer tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Les sucres, les protéines, les graisses. Ils seront absorbés pour passer dans notre sang. Ce qui reste, des résidus fibreux, vont partir dans le gros intestin, qu'on appelle le côlon. Le travail du côlon est d'absorber l'eau et les sels minéraux de ces résidus fibreux pour les acheminer vers le rectum avec des mouvements amples et fréquents. Quand on souffre de constipation de transit, les mouvements du côlon sont rares et de moins grande ampleur. Les résidus fibreux restent plus longtemps en contact avec la membrane du côlon et sont donc davantage asséchés. Les selles seront plus dures lorsqu'elles arrivent dans le rectum.
À l'heure actuelle, on ne sait pas très bien s'il y a par exemple des prédispositions génétiques à la constipation, puisqu'on retrouve certaines familles de patients qui ont une tendance à être constipés. L'autre question qu'on se pose justement, c'est de savoir si, en étant exposés au même environnement, ces gens d'une même famille n'auraient pas un microbiote qui serait altéré et qui favoriserait aussi ce genre de troubles. Pour remettre son côlon au travail, nous pouvons le stimuler avec un simple changement d'alimentation. Plus de fibres, boire 2 litres d'eau par jour. Parfois, ça ne suffit pas. La seule solution, ce sont les laxatifs. Dans le cabinet de Sandrine Balisson, on soigne une autre forme de constipation. La constipation terminale, quand ça coince au niveau du rectum et de l'anus. Le laxatif, ici, est souvent inutile. Il soulage, mais ne règle pas le problème. Tara. Oui, bonjour. Bonjour. On y va. Vous pouvez vous asseoir sur la chaise blanche. Sandrine Balisson est physiothérapeute, spécialisée dans la rééducation à la défécation. Je suis apparemment constipée. J'ai du mal à aller faire caca et ça fait très longtemps, depuis que je suis petite. Si vous avez combien de fois par semaine? À peu près 2 fois. C'est difficile à évacuer, c'est douloureux quand vous allez à la selle? Oui, c'est douloureux, ça dépend de la forme, de la consistance. La consistance. Mais en fait, je sens que si ça fait un bout de temps que j'y suis pas allée, je sens que la selle, elle est quand même, elle va être imposante. Imposante. Et puis là, ça me stresse, parce que je sais que ça va me faire mal. Des fois, ça saigne aussi. Je vous explique en gros comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, on va regarder tout ce qui est plutôt ventre, diaphragme, etc. Soufflez. Ça va. C'est douloureux aussi? C'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Je pense que quand j'étais petite, j'avais plus envie de jouer que d'aller aux toilettes. Donc quand j'avais envie d'aller aux toilettes, j'y allais pas. Et je pense que j'ai peut-être créé une habitude comme ça de pas aller aux toilettes. Peut-être. Après, quand ça a commencé à faire mal, je me suis bien rendu compte que c'était un moment qui était pas cool. J'ai pas envie de le vivre finalement. Et peut-être que c'est ça qui fait que c'est un cercle vicieux. Cela fait près de 20 ans que Tara souffre de constipation. Et c'est seulement maintenant, à 28 ans, qu'elle tente de régler le problème. C'est dire le tabou autour de ce syndrome. Puis là. Étonnamment, ça va. Ça fait un peu du bien même. J'ai pas cherché forcément les solutions là où il fallait. Je savais pas qu'il y avait des solutions qui existaient, déjà, dans un premier temps. Je pensais que c'était normal. Quand j'ai osé en parler avec des membres de ma famille ou avec des amis proches, soit on me disait ouais mais t'as toujours été comme ça, de toute façon c'est toi quoi, c'est comme ça. Et puis surtout le fait que ça soit aggravé avec les saignements, et là je me suis dit que c'était important que j'en parle peut-être avec le médecin. Ça n'a pas été facile. J'ai pas trop, ça m'a pris du temps d'en parler avec lui, mais il m'a proposé des solutions. Au début, c'était des médicaments, puis ça m'allait pas forcément. Et donc après, il y a eu la physio. Donc ça, j'espère que ça va aller. Ok. Donc pour aujourd'hui, on va laisser comme ça. La prochaine fois, si vous êtes d'accord, on ira faire un examen au niveau du plancher pelvien pour voir un peu comment est la musculature, comment elle se contracte, etc., comment ça se relâche. Et puis voilà. Le plancher pelvien, appelé aussi périnée, est un ensemble de muscles présents chez les hommes comme chez les femmes. Il ferme le bas du bassin, du pubis au coccyx, comme un petit hamac pour soutenir la vessie, l'utérus pour les femmes et les intestins. Le plancher pelvien joue un rôle important pour retenir l'urine et les selles quand nous le décidons. Pour fonctionner correctement, il ne doit être ni trop tonique ni trop relâché. Il tient un rôle essentiel pour libérer les selles correctement
en adoptant la bonne position. C'est une position qui ressemble un peu à la position accroupie. Ça veut dire avoir un marchepied sous les pieds pour pouvoir surélever un peu les jambes. Et le but, c'est d'avoir les genoux qui soient au-dessus du bassin. Enfin, qui arrivent à un niveau au-dessus des fesses, on va dire. Ensuite, il faut que les sous-vêtements soient descendus jusqu'aux chevilles et pas jusqu'aux genoux pour pas avoir les genoux tout serrés quand on est aux toilettes. L'idée, c'est vraiment d'être plutôt, ressembler à cette position accroupie, donc plutôt avec les genoux écartés. Pieds surélevés. Dans cette position, on va commencer par respirer. L'idée, c'est d'être un peu aligné pour pas être avachi sur la chaise, histoire de profiter des synergies entre les diaphragmes et puis d'avoir une bonne orientation de la pression. Et puis dans cette position, on va commencer par faire des grandes respirations, donc en inspirant, en laissant le ventre se gonfler, en expirant, en dégonflant le ventre, plusieurs fois. Et normalement, cette position avec les pieds surélevés et la respiration devrait suffire à évacuer les selles. Maintenant, si c'est pas suffisant, si on a la sensation que le rectum s'est pas bien vidé, ou si malgré tout on n'arrive pas à évacuer les selles, à la place de pousser en bloquant la respiration, l'idée c'est de faire une respiration contre résistance en faisant par exemple le point avec la main et en soufflant. Comme si on veut gonfler un ballon de baudruche qui est difficile à gonfler puis qu'on doit vraiment faire un effort pour gonfler. Et ça va permettre d'activer les abdominaux et d'orienter la pression correctement. Quand on souffre de constipation terminale, la position idéale n'est pas toujours suffisante. À force de pousser, les conséquences sont parfois terribles. Hémorroïdes, fissures anales, au quotidien, c'est l'enfer. À ce stade, la consultation est indispensable. Sophie le sait bien. Les saignements après la selle étaient si importants qu'elle a dû se résoudre à voir quelqu'un. Une épreuve pour cette jeune fille de 23 ans. J'ai appelé mon médecin. C'est l'assistante quand j'appelle mon médecin. Et puis j'ai expliqué, j'ai dit écoutez, je suis confrontée à ça. Quand je m'essuie, je saigne et c'est très fréquent et c'est depuis un moment. Elle m'a dit ah oui, va falloir venir consulter le médecin et puis il va falloir, il faut consulter. Vous pouvez passer cet après-midi. Et je lui ai dit mais consulter comment? Je veux bien en parler mais c'est tout quoi. C'est mon intimité. Ça a été extrêmement marquant de devoir montrer cette partie de moi à mon médecin. Je me suis dit, d'accord, je subis le moment, je suis obligée, malheureusement, et puis je vais faire un blackout. Je vais juste me mettre sur le côté et puis penser à autre chose. Et il m'a donné forcément des médicaments, en me disant que si malgré les médicaments ça passait pas, il faudrait mettre un doigt pour aller vérifier si c'est pas des hémorroïdes. Et donc là, moi, ça a fait un tour dans ma tête. Je me suis dit, je ne vais plus jamais en parler. Sophie reste donc seule avec ses malheurs, et ce, depuis 10 ans. 10 ans d'un mal quotidien à se rabâcher que finalement tout cela n'est pas si grave. Jusqu'au jour où des échographies permettent d'identifier des conséquences plus importantes. Il y a 3 mois à peu près qu'on m'a diagnostiqué le syndrome du côlon irritable, qui crée aussi des diarrhées constipation. Donc ça fait quand même des diagnostics qui tardent. Et ça fait quand même, je dirais... si je le dis vraiment, ça fait quand même 3 ans que je souffre de fissure anale. Je pense que je suis psychologiquement pas capable d'accepter un toucher rectal. Malheureusement, ça repoussera peut-être un traitement et un soulagement peut-être de ma part, mais non. Pour se soulager, Sophie choisit une méthode douce avec Maria Gonzalez. Des séances de physiothérapie 1 fois par semaine. Avec Maria, elles se connaissent bien.
Pour ce genre de problème, la confiance est essentielle. À quoi ça ressemble la douleur d'avoir une fissure? C'est vraiment comme la sensation qu'en fait les selles sont des lames en fait et que ça râpe, ça coupe tout l'intérieur et c'est comme si on s'écorchait un bout de ventre. C'est la même sensation. Oui, on sent vraiment cette sensation de fissure qui se crée en fait dans l'anus. Donc c'est vraiment comme une sensation comme plein de lames qui nous transpercent et ça donne pas envie de pousser parce que c'est pire. Je comprends. Les massages de Maria ne soigneront pas les fissures de Sophie. Cela va juste améliorer la défécation. Pour vraiment l'aider dans ses soucis, il faudra bien, quand elle sera prête, passer à l'essentiel, au niveau du périnée. Quand on fait les massages du périnée, on va vraiment palper toute la partie vaginale jusqu'à la partie rectale. On fait justement des massages au niveau extérieur et aussi tout à fait en interne. En fait, on masse autour de la partie vaginale et rectale et après on peut tirer vers le bas, vers le milieu et vers l'autre côté. Et également autour de l'anus, ou bien d'un côté, ou bien de l'autre côté. C'est des muscles, en fait. On a besoin de palper vraiment et de vraiment avoir une sensation de qu'est-ce qui se passe. En même temps qu'on fait les massages, on va aussi sentir si le muscle il est tendu, s'il est relâché. Et ça, c'est une importance lors de la défécation. La constipation est donc un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît. À force de se retenir pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, on peut aller jusqu'à provoquer une désynchronisation entre le rectum et l'anus. On dérègle un mécanisme naturel bien rodé entre les signaux du rectum qui nous disent « c'est l'heure » et notre anus qui reste désespérément fermé. On a beau pousser, on peut y rester des heures. On se rend compte que de plus en plus de gens ont ces problèmes de synchronisation de par notre mode de vie actuel. On a tendance beaucoup à se retenir, à ne pas vouloir aller aux toilettes publiques et ainsi de suite, et à intégrer du coup des schémas, si vous voulez, de rétention de selles qui sont pas habituels, et donc à développer des troubles de la synchronisation. Pour essayer de mettre en évidence ce type de trouble, on effectue un examen qu'on appelle une manométrie anorectale et qui est fait en neurogastro-entérologie. Donc cet examen est constitué par une sonde qui a plusieurs capteurs qui vont permettre de mesurer la pression et donc la force au niveau des muscles de l'anus. Ça nous permet de voir en temps réel ce qui se passe lorsque le patient mime une défécation. Et à ce moment-là, on arrive à mettre en évidence des défauts ou des troubles de la synchronisation, avec, dans la majorité des cas, des patients qui vont avoir de la peine à relâcher leur anus, alors que ça serait le moment de pouvoir le détendre et l'ouvrir pour laisser sortir les selles. La désynchronisation n'est pas la seule complexité du syndrome de constipation. Certaines femmes, sans le savoir, sont victimes de rectocèles. Et là, c'est le monde à l'envers. Elles peuvent être constipées avec des selles molles. La rectocèle, c'est vraiment le rectum qui fait une poche. Alors, à cause des accouchements, de la vie en général, d'avoir porté des charges lourdes ou d'avoir été constipé toute sa vie, le problème, c'est que ça va déformer la paroi du rectum. Et cette paroi qui se déforme va faire une sorte de poche dans le vagin, du coup. Et une partie des selles va venir se mettre là. Donc même si les selles sont molles et qu'elles sont dans cette poche, si on continue à pousser, ça sert à rien parce qu'elles sont juste pas en face du canal anal, en fait. Tous ces problèmes de constipation se soignent ou s'opèrent. Rien n'est définitif ou trop tard. Derrière la gêne et la honte, il s'agit de savoir oser et ne pas hésiter à consulter. Tu penses que ça va te perturber toute la vie ? Je pense que quand j'aurai fini mes études, honnêtement, ce sera bon. Parce qu'en fait, moi, l'école, c'est la chose qui me
qui me stresse le plus au monde. Vraiment, c'est une angoisse pour moi, c'est terrible. Et je pense qu'une fois que j'aurai terminé justement mon école, mes problèmes disparaîtront. Bon, après, peut-être qu'il y aura d'autres stress qui feront que, mais c'est sûr que pour moi, c'est pas un truc qui va être justement éternel. Je l'espère. Quand je suis dans mon quotidien, je suis cool. Enfin, je me sens, voilà, j'ai mon quotidien, j'ai mes petites habitudes. Donc, je sais à quel moment je peux aller aux toilettes, à quel moment c'est OK, ou à peu près que c'est OK que j'y aille, que voilà, il n'y a pas trop de monde. Mais en fait, dès que l'environnement change, c'est là que ça peut recommencer vraiment. J'ai tout le temps peur. C'est une angoisse un peu permanente de me dire en fait j'y suis pas allée aujourd'hui, donc ça veut dire que peut-être il faut absolument que j'y aille demain. C'est pas juste, et c'est pas juste qu'on le prenne pas en considération au niveau de l'importance que ça a dans la vie des personnes. Effectivement, c'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour celles des personnes qui le vivent, c'est énorme.